Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Laurence Garcia. À suivre tout de suite notre débat autour de cette question qu'on vous pose sur Twitter. Qu'est-ce que vous pensez de la motion de censure de la NUPES contre le gouvernement d'Elisabeth Borne, qui sera débattue et soumise au vote demain après-midi à l'Assemblée nationale, même si elle a peu de chances d'aboutir. Continuez à voter, ça ne sert à rien, c'est justifié, c'est le jeu de l'opposition. Écoutez, pour une fois, vous êtes très partagés. Pour 40% d'entre vous, ça ne sert à rien. Pour 33%, c'est justifié. Pour 26% d'entre vous, un tiers, c'est le jeu de l'opposition. Écoutez, continuez à aussi poster vos commentaires et on en débat tout de suite. Sud Radio, le débat de la semaine. Et pour en débattre tout de suite, deux invités, le journaliste politique Yohann Gillet. Bonjour Yohann. Bonjour Laurence. Et le politologue Luc Gras. Bonjour Luc Gras. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous tous les deux. Déjà, je vais vous laisser réagir à ce sondage du côté de nos auditeurs, très partagé. On sait que de toute façon, ce texte, a priori, ne sera pas adopté, et on va en reparler puisque les Républicains et le Rassemblement national ne le soutiendront pas et s'abstiendront. Mais très partagé, entre c'est le jeu de l'opposition, c'est justifié, ça ne sert à rien. Luc Gras. Écoutez, c'est un signe que les auditeurs de Sud Radio sont pluriels et c'est tout à fait intéressant. C'est en fait un marqueur politique, la motion de censure. C'est-à-dire que en déposant une motion de censure, le groupe, l'intergroupe, on va dire, NUPES, montre qu'il s'inscrit dans une opposition frontale au gouvernement, contrairement par exemple au Rassemblement national ou à LR, qui eux essayent d'être plus dans une approche normalisée et donc ne condamnent pas a priori le gouvernement. C'est ça, et on va en parler de ces leaderships de l'opposition. Mais c'est ça, pour vous aussi, Yohann Gillet, cette motion, c'est l'occasion de dire l'opposition, c'est nous. En tout cas, ce qui est certain, c'est que par rapport au sondage et à la réaction de vos auditeurs, on voit bien où se fait le clivage. En fait, c'est sur l'intérêt que l'on accorde à la force de la symbolique. Est-ce que cette symbolique, puisqu'on sait, comme vous le dites, qu'effectivement, elle sera très probablement rejetée, elle ne passera pas. Néanmoins, est-ce que symboliquement, c'est important? C'est à chacun de juger, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens commencent à en avoir assez de voir la politique réduite à un jeu de symboles et un jeu d'opposition. J'ai envie de dire que d'un point de vue purement politique, la Macronie peut pas se plaindre. C'est elle qui a créé ces deux phénomènes, ces deux créatures qui lui échappent aujourd'hui. C'est elle qui a installé depuis 5 ans le duel Macron-Le Pen depuis le début. Donc elle a un rassemblement aujourd'hui national puissant à l'Assemblée nationale. Premier parti politique, si on ne parle pas d'alliance politique, le premier parti c'est le Rassemblement national. Ensuite, l'exercice du pouvoir tel qu'il a été conduit pendant ces 5 dernières années, il a renforcé le sentiment d'injustice sociale et la défiance à l'égard des institutions. Que fait la NUPES? Elle dépose une motion de défiance, une motion de censure. Oui, d'ailleurs, attendez, Yohann, de l'opinion. Ouais, je vous interromps 2 secondes, mais vous avez raison, parce que les mots comptent en politique. Vous en savez quelque chose, et Luc Gras aussi, je vais le faire réagir à ce sujet. La NUPES parle de motion de défiance. Motion de censure, c'est pas anodin, forcément, en l'absence de vote de confiance qu'a refusé Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale. Voilà, alors la sémantique vous a pas échappé, Laurence. Merci. Parce que c'est question de confiance et motion de censure. Oui. Et par l'alchimie chère à Jean-Luc Mélenchon, ça devient une motion de défiance. Donc c'est assez habile. C'est pour souligner le fait que comme il n'y a pas eu de question de confiance, et on le comprend mathématiquement puisqu'il n'y aurait pas eu de confiance, eh bien lui, il engage une motion. Il ne peut pas donc voter de question de confiance, donc il engage une motion de défiance. Mais attention, parce que la motion de censure, c'est un pistolet à 3 coups. On ne peut en faire que 3 dans une session ordinaire. Et donc, c'est aussi un danger pour la NUPES, c'est de se compter et de montrer qu'eux-mêmes sont encore moins nombreux que la majorité dite relative de la Macronie. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui sera assez significatif, c'est qu'ils vont entériner le fait qu'effectivement, ils sont une force puissante d'opposition, mais qui n'est pas non plus majoritaire. Ouais. Yohann Gillet, motion de défiance, motion de censure. Oui, disons que motion de défiance, l'objectif, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qui vient d'être faite, c'est-à-dire que, comme on sait
qu'on n'est pas majoritaire, parce qu'en réalité, ils savent bien, puis qu'en plus qu'ils sont fragiles, parce que c'est quand même une alliance hybride. Avant, l'extrême gauche traitait les socialistes de sociotraite, les sociotraites traitaient l'extrême gauche d'islamo-gauchistes. Aujourd'hui, ils travaillent ensemble. Donc, ils savent que tout ça est absolument fragile. Donc, la motion de défiance permet de s'installer comme le premier groupe politique de résistance et d'opposition. Attention, il faut tenir sur la durée. Il ne faut pas jouer aux montagnards comme à la Révolution française où on crie, on demande toujours de couper les têtes et puis au bout d'un moment, on finit par se la faire couper parce que les gens n'en peuvent plus de ce bruit. Donc, tenir sur la durée, c'est pas facile et quand on donne, j'ai envie de dire, un tel niveau tout de suite de réaction, eh bien, comment est-ce que sur la durée, on arrive à faire tenir ça sans abrutir, j'ai envie de dire, le débat démocratique? Ça va pas être évident, c'est un sacré pari. Ouais, tenir sur la durée. Alors c'est vrai que beaucoup ont reproché le chahut entre guillemets des députés du côté de la France insoumise lors du discours de politique générale d'Elisabeth Borne, mais en même temps, pardon, c'est aussi le jeu du débat démocratique. Hein, quand on voit ce qui se passe au Royaume-Uni ou en Italie, c'est le jeu, non, Lugras? Ben, vous avez parfaitement raison. Ça fait partie. Quand on s'engage en politique, on doit être un petit peu solide. Ouais. Et que vous preniez des expériences comme ceux de la Grande-Bretagne, dont on vient de voir très récemment avec Johnson que c'était un chahut aussi assez infernal à la Chambre. Hein, mais on peut aussi rester en France et revenir au moment de la Troisième République où il y a eu des débats qui étaient extrêmement chahutés. Non, je crois que on ne peut pas se plaindre qu'à l'Assemblée nationale, il y ait du chahut. Par contre, on doit rester quand même dans le cadre du fonctionnement légal de l'Assemblée nationale, du respect d'autrui quand même, ça c'est peut-être la limite. Mais je dirais que le fait que ce soit animé est une bonne chose. Le fait que ce soit parfois un petit peu animal, ça l'est moins. Animé, animal. Je vois que je suis avec deux experts des mots, entre Lugras et Yoann Gillet. Oui, mais si vous voulez, le gros danger dans cette affaire, parce que, en fait, qu'est-ce que nous montre la Macronie, qu'est-ce que nous montre Elisabeth Borne? Eux qui ont toujours crié à la République en danger, à la démocratie en danger, notamment pendant les manifestations des Gilets jaunes, où ils disaient que les institutions étaient menacées par des populistes, quoi, en gros. Il faut quand même qu'ils fassent attention parce que la démocratie, ils en ont un usage stratégique et pas du tout un usage, j'ai envie de dire, adorateur ou amoureux. Ce ne sont pas des amoureux de la démocratie. Ils respectent les règles des institutions, de la Constitution, mais chaque fois qu'ils arrivent à quelque chose qui n'est pas satisfaisant pour eux, ils contournent avec les outils qui sont à leur disposition. Donc la démocratie, oui, quand elle nous arrange. Quand elle nous arrange pas et qu'on peut légalement la contourner, on y va. Donc on peut pas demander après à la population d'être dans une espèce de respect comme ça de la démocratie, comme si c'était un principe supérieur, quand on voit que chaque fois qu'on peut l'éviter, on le fait. Donc je crois qu'il y a une responsabilité en rhétorique, en éloquence, on parlerait d'éthos, de légitimité. Je crois que le problème de la Macronie, c'est qu'en fait, elle montre en permanence que elle truque. Hein, elle a des biais pour pouvoir réussir à aller jusqu'à ses fins, à arriver à ses fins, et quitte à parfois contourner le processus démocratique. Qu'est-ce qu'elle a fait finalement, Elisabeth Borne? Elle a refusé d'engager la responsabilité de son gouvernement devant les élus du peuple. Hein. Ouais. Il ne faut pas oublier que ce sont les élus du peuple. Donc elle n'a pas engagé la confiance devant le peuple. Voilà. Oui, c'est ça. Alors vous disiez que cette motion de censure, c'est effectivement l'occasion aussi pour la NUPES de montrer aussi son leadership en matière d'opposition. En matière d'opposition, parlons forcément du Rassemblement national et de Marine Le Pen, qui ne votera a priori pas cette motion et qui a annoncé que son parti serait dans une opposition résolue mais constructive. Là encore, on est dans le poids des mots. Que vous inspirent ces éléments de langage, Lugras? Moi, j'observe évidemment comme politologue depuis des années la situation. Je trouve que Marine Le Pen est de mieux en mieux conseillée en termes stratégiques. Ah bon? Avant, vous vous rappelez, elle aboyait un petit peu. Oui. Aujourd'hui, elle est vraiment dans une stratégie tout à fait intéressante de normalisation. Pour arriver au pouvoir, il faut absolument que le Rassemblement national puisse s'inscrire dans le fonctionnement régulier des institutions. C'est ce qu'elle essaye de faire. Il ne faut pas oublier que toutes les oppositions rassemblées sont majoritaires à l'Assemblée. C'est-à-dire que la motion de censure déposée par la NUPES, il suffirait que LR et le Rassemblement national votent pour et le gouvernement serait défait. Oui. Et on repartirait probablement à l'élection. Donc, cette stratégie du Rassemblement national, pour répondre à votre question, elle est tout à fait habile parce qu'on voit bien le jeu qui est là. C'est qu'en réalité, la prochaine présidentielle a des chances de se jouer à droite. Elle se jouera
entre un Rassemblement national normalisé, un LR peut-être ressuscité ou pas, et Horizon, la branche droite du macronisme qui va tenter, on le voit bien en ce moment, de tirer la couverture à lui ou à elle, selon la nationale. Bon. Oui. Et donc, on voit bien que c'est très habile. Elle a dans tous les postes des gens en responsabilité qui sont expérimentés. Je parle par exemple à l'Assemblée nationale, à la Sébastien Chenu qui connaît très bien le fonctionnement de l'Assemblée, puisqu'il a été, il a fait toutes ses classes là-bas. Et elle est bien conseillée. Je trouve que la stratégie, Johan disait, c'est risqué ce que fait la NUPES. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense que la stratégie qui vise à s'inscrire dans la durée en politique est toujours une bonne chose. Ouais, Johan Gillet, je vous propose je vous ferai réagir sur cette stratégie de la normalisation, comme vient de le dire Lugras, du Rassemblement national. Dans quelques instants, on revient pour la suite du débat. Il est 9h14. Sud Radio, le débat de la semaine. Et c'est la suite de notre débat autour de cette question qu'on vous pose sur Twitter. Qu'est-ce que vous pensez de la motion de censure de la NUPES contre le gouvernement d'Elisabeth Borne, qui sera débattue et soumise au vote demain après-midi à l'Assemblée nationale? Vous êtes toujours aussi partagés. 40% d'entre vous considèrent que ça ne sert à rien, et 33% que c'est justifié, et 26% que c'est le jeu de l'opposition. Tout à l'heure, Johan Gillet, je vous redonne la main, puisque on parlait, forcément, cette motion est très symbolique pour la NUPES, et c'est une manière de s'imposer comme leader de l'opposition. À l'inverse, du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen donc a annoncé qu'elle ne votera pas cette motion de censure. Lugras parlait de suite de stratégie de normalisation du côté du RN. On peut même presque parler de stratégie de notabilisation, là, depuis qu'on est à l'Assemblée nationale, qu'il y a un groupe de députés de 89 élus. On est dans la notabilisation aussi. Oui, c'est la suite du processus de dédiabolisation. Je me souviens d'une séquence qu'on avait tournée avec Serge Moati en 2011 pendant la campagne de la présidentielle au Parlement européen, où nous interviewions Marine Le Pen, qui disait que c'était fini la méthode de construire, on va dire, la victoire politique comme le faisait son père. Elle n'est plus là simplement pour être la première opposante. Elle veut le pouvoir, elle veut le construire, elle le pense. Donc, effectivement, elle a aujourd'hui des personnes autour d'elle qui sont soit d'anciens énarques, soit des vrais spécialistes de la politique qui ont expérimenté les couloirs de l'Assemblée nationale, les coulisses de l'Assemblée nationale, et donc elle est effectivement très bien conseillée. On disait aussi avec Franz-Olivier Gisbert, il y a 5 ans, que Marine Le Pen faisait la stratégie de la baleine, c'est-à-dire qu'elle restait sous l'eau, elle remontait de temps en temps. La stratégie de la baleine, je connaissais pas ça. C'est-à-dire qu'elle est en fait toujours sous l'eau, comme ça, elle regarde de temps en temps à la surface ce qui se passe, qui se détruit. Elle avait assisté à la chute notamment de Fillon avec la droite qui s'était donc désintégrée toute seule pendant la dernière campagne, et ça lui réussit bien. En plus de cela, elle n'apparaît pas comme caricaturale, elle n'apparaît de moins en moins comme extrémiste, en tout cas dans son comportement. Les idées, ça c'est autre chose. Et effectivement, quand on voit Louis Boyard qui refuse de serrer la main des élus députés Rassemblement national, eh bien les extrémismes aujourd'hui, dans en tout cas la manifestation visible de cet extrémisme, il apparaît davantage du côté de la NUPES, ou en tout cas de la France insoumise. Donc qu'ils fassent attention, parce que à cause de l'image, ils risquent de perdre leur bataille contre ce qu'ils appellent eux les fachos. Je leur laisse la responsabilité de ces mots, mais en tout cas, ils risquent de la perdre parce que les extrémistes aujourd'hui dans l'attitude, les radicaux, ce sont eux. Et ça, c'est un problème. Ils sont en train de faire le jeu de leurs adversaires. C'est votre avis aussi, Lugras ? Alors, je partage l'idée qu'il y a une stratégie de conquête de pouvoir, tout à fait. Mais je dirais que c'est pas tant Marine Le Pen que son entourage qui pousse. Vous voyez, les jeunes autour, là, les Bardella et tout ça, eux, ils veulent pas faire du Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire brillant dans la forme, mais moins efficace dans la conquête du pouvoir. Mais de toute manière, la stratégie est bonne dans ce sens où la Ve République repose, il faut le redire, sur le fait majoritaire. Cette situation que les Français ont voulu n'est pas de majorité relative, n'est pas durable dans le temps, et dès lors, il faut se préparer à une redistribution des cartes politiques dans un délai relativement rapproché. Et donc, c'est tout à fait intéressant, cette approche qui consiste à essayer de montrer que ce ne sera pas le fait du Rassemblement national qu'il y a des obstructions à l'Assemblée nationale, mais que c'est le fait de la NUPES. Et donc, la seule alternative possible à Macron, eh bien, ce sera le Rassemblement national, puisque ce sont les seuls qui n'auront pas mis les bâtons dans les roues. Une réaction, Johan Gillet ?
Oui, bien sûr, mais vous avez vu déjà que ça commence par payer cette stratégie. Regardez les déclarations de Gérald Darmanin, qui propose maintenant d'expulser les étrangers qui auraient commis des méfaits suffisamment graves pour le faire. C'est ce que demande le Front National depuis des années, donc le Rassemblement National également dans la lignée. Eh bien, c'est là que ça se passe. C'est eux qui aujourd'hui sont en position de force. Et de plus en plus, vous avez entendu aussi les mots de Gérald Darmanin, qui parlait de ses adversaires pour le PS et pour les Républicains, et de ses ennemis pour les Insoumis et le Rassemblement National. Petit à petit, qu'est-ce que c'est de faire un Rassemblement National? De devenir un adversaire et non plus un ennemi, et de marginaliser les Insoumis qui se retrouveront finalement seuls contre tous. C'est une bonne stratégie. C'est pour ça que, juste une chose, moi je pense que, pareil, symboliquement, j'aurais soutenu, si j'avais été un député, si j'avais fait de la politique, j'aurais soutenu cette motion de censure, parce qu'il est important de rappeler que le Parlement, en l'occurrence l'Assemblée nationale, a un contrôle sur l'exercice du gouvernement. Ouais. Par contre, faire très attention à ne pas passer pour des excités et des opposants systématiques. Et c'est le piège dans lequel est en train de s'enfermer la NUPES, emmenée par la France insoumise, donc la dislocation totale du PS, des communistes, etc., qui sont en train de se faire manger par la radicalité insoumise. Bon, alors parlons aussi de l'autre nuance d'opposition, les LR, forcément, qui, de son côté, alors là encore, on est dans la sémantique, qui a priori ne votera pas non plus cette motion et s'abstiendra, qui se revendique de l'opposition responsable. Ils sont sur une ligne de crête un peu ambiguë, non, du côté de LR, Lugras? Tout à fait. Écoutez, le péché originel, j'aime bien parler de péché originel, mais c'est en 2002, cette erreur funeste de la fin du RPR qui, pour essayer de rassembler le maximum de gens dans une sorte de parti orléaniste pour aller gagner les élections, vision très court terme, de Raffarin, de Édouard Philippe, de tous ceux qui sont maintenant passés en Macronie. Erreur funeste, pourquoi? Parce qu'en supprimant le RPR qui avait, qu'on le veuille ou non, une dimension populaire, eh bien, la place était libérée pour le Rassemblement national. Aujourd'hui, les héritiers du RPR, comme Olivier Marleix, par exemple, comme le président du Sénat, comme d'autres, sont en difficulté à cause de cette erreur initiale de 2002. Ils sont obligés de ramer à contre-courant pour essayer de dire « c'est toujours nous, le parti de la droite populaire ». Seulement, entre-temps, avec cette erreur, eh bien, le Rassemblement national, puisqu'il faut l'appeler ainsi aujourd'hui, eh bien, a grandi et comme par hasard, il s'appelle le Rassemblement national. Vous avez, tout est dit. Tout est dit. Vous voyez la stratégie. Et en même temps, ils perdent leur statut d'opposant, en fait, quelque part aussi. Ils sont dans une situation pas facile, LR, parce qu'il faut en fait revenir le RPR, sauf qu'à côté, maintenant, il y a Renaissance, enfin, pas Renaissance, il y a Rassemblement national. Oui, c'est ça. Oui, d'abord, pareil, là encore une fois, pardon pour les souvenirs, je suis pourtant jeune et ça va faire pourtant vous faites un peu ancien combattant. Mais, parce que je me souviens de ces séquences incroyables avec Serge Moati qu'on avait filmé, tout à fait dans le sens de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que les anciens militants, je me souviens de Philippe Mémoli à Marseille qui disait quand même, le RPR, c'était magique, il n'y avait pas un tromblon, on était tous dans une vraie même famille, dans un vrai même combat politique, et la fin du RPR, pour eux, c'était finalement la fin de cette machine à gagner de la droite. Je me souviens aussi d'une autre phrase de Jean-Marie Le Pen, qui est pourtant pas une de mes références en termes de citation politique, mais tout de même, qui avait dit, au moment du changement de nom du Rassemblement national, je ne connais pas de formation politique qui dure, qui soit amenée à changer de nom sans arrêt. Une marque, quand on sait le mal qu'il faut se donner pour l'installer, eh bien, on essaie de l'inscrire dans la durée. Alors, Marine Le Pen a fait un changement à la marge. On est passé de Front National qui racontait une histoire d'opposition à Rassemblement National, effectivement, qui est finalement dans la même dynamique, dans le même esprit, sauf qu'on rassemble au lieu de s'opposer. Donc c'est ça qui est malin et c'est un demi-changement de nom. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui les Républicains ne savent plus qui ils sont, ils savent plus où ils habitent, ils ne pèsent pas, donc forcément qu'ils sont dans une situation délicate. Ils sont en train de ménager la chèvre et le chou et je ne sais pas s'ils vont davantage ménager la chèvre ou davantage ménager le chou. Juste une chose aussi sur les éléments de langage. Johan, oui. Pour conclure sur les éléments de langage, même si la motion de censure, je ne la condamne pas, attention quand même aux insoumis qui n'arrêtent pas de répéter que la Macronie a perdu, ça reste quand même le parti qui a obtenu une majorité, fût-elle relative. Donc, par souci pédagogique, eux qui veulent toujours faire de la pédagogie en politique, non, Emmanuel Macron n'a pas perdu.
Voilà, c'est important, c'est eux qui ont le groupe majoritaire. Relatif mais majoritaire, c'est important. En tout cas, merci pour vos éclairages à vous deux. C'était très intéressant aussi d'analyser un petit peu tous ces éléments de langage et ces symboliques d'opposition. Puis forcément, bien sûr, on va suivre demain cette motion de censure à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Luc Gras. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Johan Gillet. Avec plaisir. Allez.